J'avais pas prévu de faire un débrief. Je voulais plutôt me réserver pour demain. Je vais être transparent avec vous. En mode, bon, bah, on va se retrouver après le PSG Arsenal. En mode, on va discuter 15-20 minutes de ce qui s'est passé du côté de Giuseppe Meazza. Voilà, revenir sur cet Inter-Barça. Et puis, bah, il y a des forces surnaturelles qui te poussent à tellement apprécier ce match qu'évidemment, j'allais pas vous laisser sans un petit débrief à chaud de cette rencontre. Parce que, évidemment, ce qu'on a vécu ce soir, les amis, c'est un monument absolu. Ça fait plus de 20 ans que je suis du foot, mais ça restera comme l'une des demi-finales les plus épiques, l'une des doubles confrontations les plus incroyables que j'ai pu voir. Je ne sais pas où la placer dans le curseur, parce qu'évidemment, peut-être il y a un petit peu de culture de l'instant, je le redis, on est à chaud, mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir certains sur le chat parler évidemment du Tottenham City, du Barça-Liverpool, du Ajax-Tottenham, de ces matchs qui sont un petit peu rentrés dans la légende, on s'en souviendra très longtemps, mais celui-ci, il y a tout qui s'est passé. Évidemment, c'est l'Inter qui va en finale au bout de la prolongation. Donc en plus, on a eu 30 minutes en plus et on le voulait quelque part parce que ce match, il pouvait pas juste nous laisser à 180 minutes. Il s'est passé tellement de choses à l'aller. On se disait au retour, normalement, en plus, bah, comme chaque équipe devait faire la différence, et c'est peut-être bien aussi la fin de la règle du but à l'extérieur. Ça encourage évidemment parce que peut-être qu'au retour, l'Inter avec un but d'avance pour commencer, ils auraient peut-être un peu plus défendu, même s'ils ont beaucoup défendu. Mais pour le coup, peut-être qu'ils auraient plus mis à double tour. Mais honnêtement, comme je vous le dis, il y a des matchs d'un niveau de tension, d'intensité, de régalade, d'imprévisibilité. Enfin, quand même, au moment du but de Rafinha, le Barça avait marqué son 6e but sur cette double confrontation. C'était la première fois qu'il passait devant l'Inter au tableau des deux confrontations. Je sais pas si c'est beaucoup arrivé dans l'histoire du foot que sur un match aller-retour, tu marques 6 buts et tu dois attendre le 6e but pour passer devant. Et après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait Francesco Acerbi, défenseur central de métier, 37 ans, qui soit là pour reprendre premier poteau, tel le Cristiano Ronaldo des meilleures années, ce centre de Dumfries. Honnêtement, il y a des choses à dire sur chaque joueur ce soir. Le match de Yann Sommer, évidemment, je pense que c'est peut-être l'homme de cette phase, enfin de ce match retour. Dumfries, qui est décisif à 5 reprises en tout, qui aurait même pu mettre une passe D de plus avec le retour. Yamal, il met pas de but, il met pas de passe D, mais qu'est-ce qu'il nous a fait sortir encore. Même un gars comme Gérard Martin, la première période c'était catastrophique, la deuxième je me suis dit c'est quoi ce pied gauche de folie. Le match de Bastoni, enfin il y a des joueurs qui ont fait, même l'entrée de Taremi que j'ai trouvé très bonne, et il y en a d'autres évidemment qui ont un peu plus déçu, mais franchement je vous le dis là, on a vécu un truc dont on se souviendra pendant un bon moment, un match dont on parlera à nos enfants, nos petits-enfants, quelque chose qu'on ressortira, des images voilà, d'Acerbi torse nu avec tous ses tatouages qui célèbre le but à la dernière minute, Yann Sommer, l'arrêt sur Yamal, je pense que c'est une image qui va énormément tourner, le but de Fratesi qui monte dans les gradins juste derrière. La détresse aussi de certains Barcelonais, parce que évidemment on va beaucoup parler de la qualification de l'Inter, ce qu'elle représente, mais aussi est-ce que pour ce Barça c'est un gros coup d'arrêt. Moi je pense qu'on est qu'au début du projet, il y a énormément de jeunesse dans cette équipe, mais c'est vrai que c'est assez dur parce que ils avaient le potentiel pour aller en finale, ils avaient le potentiel pour remporter avec des champions, mais on sait à quel point les amis, c'est une compétition un petit peu à part. On a bien compris que cette aura de la coupe aux grandes oreilles, elle peut te posséder, comme on a pu le voir avec l'Inter. On avait dit attention à l'Inter, ils ont perdu leur demi-finale de Coupe d'Italie contre l'AC Milan, ils ont perdu pas mal de matchs en Serie A, Naples leur est passé devant, attention à ce qu'ils perdent pas tout, que le triplé qui s'est déjà envolé, ils terminent pas avec 0 titre. Même moi je me suis dit, c'est terrible parce que je voyais des mecs cramés, je voyais pas beaucoup de profondeur de banc, je me disais ça va être compliqué pour Inzaghi de trouver des ressources mentales, et en fait il n'y a pas besoin de plus de choses que la petite musique qui retentit à 21h, enfin à 20h55 après être rentré sur le terrain. Et une fois que tu entends cette musique, bah tout ce qui est de l'ordre de la fatigue physique, de l'usure mentale, du statut d'outsider, tu l'oublies. Et l'Inter, vraiment, ils se sont transcendés comme jamais. Alors, c'est vrai que on verra quel sera évidemment leur adversaire, mais au global c'est un match waouh, franchement c'est juste chapeau. Et encore une fois merci aux 22 acteurs, et même il y en a un peu plus qui sont rentrés, merci aux deux coachs pour nous avoir proposé ça, parce que cette bataille tactique entre Flick et Inzaghi se sont rendus coup pour coup, et on a envie justement d'avoir une autre manche, parce que entre ces deux coachs il y a quand même deux philosophies différentes, mais
deux aspirations quand même assez génial quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pas respiré pendant 56 minutes hein. Là, j'étais un petit peu en apnée tout le long du match, j'étais complètement KO. À un petit moment, je vous dis hein, comme peut-être chacun la prolongation, je me suis dit oula, je vais peut-être un petit peu fatigué, on va se mettre au lit plus tôt et finalement je voulais déjà débriefer avec vous quand le Barça a mis ce but du 3-2, alors encore plus quand la Serbie a égalisé à la fin. Donc franchement, on a eu ouais, un espèce, ouais, une apothéose de football et franchement c'est juste génial. J'en profite évidemment après cette longue introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à évacuer tellement bah, c'est vrai qu'on a eu déjà un match aller qui était incroyable et là on a eu 120 minutes où il y a énormément de choses à dire et c'est vrai que c'est une dose d'émotion. Alors j'imagine, moi je parle en tant que neutre, j'ai déjà vu dans mon chat un certain Lautaro 942, j'imagine que le pseudo n'est pas un hasard. J'ai vu certaines personnes aussi dire en tant que Barcelonais, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez. Alors j'imagine beaucoup de choses parce que c'est votre club qui est impliqué, mais même moi en tant que neutre, je le redis, c'est un genre de match, enfin waouh, c'est juste saisissant, c'est bluffant, et même moi en tant que personne, moi les deux équipes, c'est qui va en finale, c'est 50-50, peu importe, mais vraiment je me suis dit, c'est juste incroyable ce qu'ils nous ont proposé. Et évidemment, moi je me disais par rapport à la saison du Barça, bon, c'est vrai que si dès cette première année, le père Flick, il fait le triplé, enfin il gagne tous ses titres, et même si, n'oublions pas que s'il prend la Liga, ça restera une très belle saison évidemment. Avec la LDC, tu as toujours ce petit truc en plus, mais pour une première saison, il nous a offert beaucoup de choses. Après, on sait que défensivement, il y avait des lacunes, que c'était pas la meilleure équipe, surtout avec pas mal d'absents. C'est vrai que sans Baldé, sans Koundé, ça va te laisser des regrets. Donc la marge de progression pour le Barça l'an prochain, ça va être évidemment peut-être d'étoffer son banc, de faire gaffe à la rotation, d'être un petit peu dans pouvoir mettre des latéraux, même si tu vois finalement Eric Garcia, Gérard Martin, qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Enfin, c'est juste que oui, ils sont les numéros 2 et normalement les numéros 2 ils doivent pas jouer des demi-finales de Ligue des Champions. C'est juste que bah, voilà, ils ont eu une petite malédiction à ce poste, mais pour moi c'est vraiment que le début du commencement pour ce Barça version Flick, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de changements et vraiment tu te dis que sur une année il a déjà apporté beaucoup de choses et vraiment c'est une équipe qu'on reverra à ce stade de la compétition et même plus haut je pense. Et dans l'autre sens, oui, l'Inter c'était un petit peu comme on dit l'outsider ultime, tout le monde les craignait, on l'avait déjà dit ici, attention à cette équipe en mode pour les sortir en aller-retour, il va falloir être costaud. Et là, cette saison, personne ne l'a fait. Ça fait une deuxième finale de LDC en 3 ans pour Inzaghi et ce groupe-là. Donc, bah, chapeau à lui. Et encore une fois, je le redis, c'est une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à pouvoir contrecarrer ce Barça, parce qu'évidemment, offensivement, il y a tellement une grosse force de frappe. Mais ils ont fait un match hyper malin, hyper efficace aussi, parce qu'on avait dit à l'aller, ils avaient déjà été en pleine bourre en termes de réussite. Mais là, pareil, hein, franchement, ils ont réussi à très très bien jouer les coups. Et voilà, c'est peut-être aussi finalement. Après, je vais vous dire bonjour, promis, mais c'est un tunnel, c'est le tunnel du Mont Blanc. Il est très très long. Désolé, je parle beaucoup. Et après, évidemment, je vais lire vos petits messages sur le chat. Mais c'est vrai que on se disait qu'est-ce qui peut faire finalement la différence dans ces matchs de Ligue des Champions, dans une demi-finale, aller-retour, ces petits détails. Bah, c'est peut-être. C'est dur à dire, mais c'est peut-être l'expérience. Parce que le Barça, on est à 24,5 de moyenne d'âge de mémoire. Et l'Inter, on n'est pas loin de la trentaine au niveau des moyennes d'âge. Donc si on peut peut-être mettre le curseur quelque part, mais ce qui veut dire que le Barça l'an prochain prendra, enfin ses joueurs, peut-être ses gamins prendront une année de plus. Mais on a pu voir que même avec des individualités au niveau disparate, ils ont réussi à faire quand même sur la globalité une demi-finale hyper sérieuse. Ils ont eu une grosse domination, ils ont manqué de réussite. C'est vrai que quand on voit les occasions que sort Sommer, quand on voit certaines choses, Yamal, le poteau à l'aller, enfin, tu te refais le film des 210 minutes, je pense que tu pètes un petit peu un câble. Donc, ouais, c'est vraiment un match d'anthologie, une double confrontation mémorable. Et on verra ce que donnera l'Inter en finale à Munich.
le 31 mai prochain. J'en profite, je vois qu'il y a beaucoup de gens. Évidemment, ça fait super plaisir, comme Mugarawan, Antoine, sous chat modératrice, toujours en poste, pardon. Kasegi, qui évidemment, ça fait plaisir, évidemment, on est là pour le petit débrief. Dark Chirac, je vois pas mal de beaux mondes comme Babydax, tout ça, Deathstroke. J'espère que vous êtes en forme. Les petits potes, ouais, c'est vrai que Yamal, il a un poteau, mais je le redis, le match de Yamal, à l'aller, tout le monde a parlé de lui parce qu'évidemment, il a été fabuleux. Il a aussi ce but qui est totalement dingue, hein, avec voilà, quand le Barça était mené 2-0 et que là, il remet ce but à 2-1. On s'est tous dit, voilà, il a pris les choses en main. Et même ce soir, ça finit avec pas de but, pas de passe D, mais je trouve son match tout aussi accompli. Et je pense que quand il y a des compes qui vont sortir, de tous ses gestes, de tout ce qu'il a fait comme différence, même si je trouve que Di Marco, sur le temps qu'il a passé sur le terrain, était bien plus inspiré qu'à l'aller. D'ailleurs, à l'image de sa très bonne interception qui coïncide avec l'ouverture du score de Lautaro. Après, Carlos Augusto a pris le relais, mais je trouve que Yamal, encore et toujours, il a fait un nombre de différences, il a provoqué, et même il y a Sommer qui fait une de ses premières parades lors de la deuxième période. Yamal, il revient intérieur, quasiment 30 mètres, il est presque arrêté et il t'envoie une mine. C'est une des qualités qu'on va peut-être pas assez mettre en avant chez lui, parce que Yamal, il y a tellement de choses d'atouts chez ce joueur, mais sa capacité à avoir une puissance de frappe, on avait vu évidemment Rafinha à l'aller, ce qu'il avait envoyé sur Sommer, le but qui s'était transformé en contre son camp, mais Yamal, c'est la puissance de frappe aussi. J'ai l'impression que ce joueur a tout, et c'est vrai que déjà l'an dernier, souvenez-vous, quand il avait seulement 16 ans, qu'il avait déjà fait pas mal tourner des têtes, et il avait fait cette belle apparition contre le Paris Saint-Germain en quart, que finalement il avait dû sortir à la 30e minute au match retour à cause du rouge de Ronald Araujo, et mine de rien, cette année c'est peut-être encore Ronald Araujo qui le tue, même si j'imagine que Araujo ça va être un gros sujet de débat, parce que évidemment tu te rends compte que ce soir il pénalise son équipe, mais il y a aussi beaucoup de joueurs côté Barça qui ont été un petit peu dans le dur ce soir, mais ouais, on verra ce que ça donne un petit peu. On va se mettre juste les stats du match pour se revoir ça. Oh ouais, bon, l'Inter c'est incroyable, hein. L'Inter, franchement, c'est juste du génie à ce niveau-là. L'Inter, alors, on va se remettre juste le match aller. L'Inter à l'aller, c'est 7 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Et ce soir, c'est 13 tirs. Mieux, 7 cadrés, 4 buts. 7 cadrés, 4 buts. Après avoir... C'est-à-dire que 10 tirs cadrés, 7 buts. C'est juste irréel comme stat. C'est vraiment en termes d'efficacité. J'ai pas souvent vu ça. Vraiment, c'est dingue. Vraiment, coup de chapeau. Bah ouais, évidemment, la possession, elle ressort. Le Barça, t'as 10 tirs cadrés, 3 buts. C'est-à-dire que Sommer, il en sort 7. Donc ça lui fait un match un petit peu dingue. On va peut-être voir juste ce que notre ami SofaScore il dit sur le match de ce soir. Pour voir un petit peu. Ouais, 8-1, logique. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, il arrête. Ah bah voilà, en termes de stats. Ah mince, vous le voyez pas. Hop. Tac. En termes de stats, il arrête 0,95 d'XG. Donc, en gros, il a arrêté un but. En tout et pour tout. Après, c'est vrai qu'il en a arrêté beaucoup, mais si tu combines tout le potentiel des tirs barcelonais que Sommer a arrêté, ça fait un but au total. C'est le but qui fait peut-être la différence. Qui c'est qui met en homme du match? Ouais, ça c'est intéressant. En homme du match, je me demande s'ils mettent pas Yamal quand même. Parce que Yamal, il a été assez impressionnant. En homme du match... Ouais, Lamine Yamal. Ils mettent Lamine Yamal. Ouais, c'est franchement, c'est. Bah, je vais pas dire que c'est logique. Moi, je mets plutôt Sommer parce qu'évidemment les arrêts et tout, mais tu mets évidemment Yamal par rapport à ce qu'il t'a transmis, par rapport à la facilité qu'il a. Encore une fois, 17 ans,
on ne cessera jamais de le redire, mais Yamal, normalement, en année 2025, pour un joueur né en 2007, son quotidien, c'est aller remporter la Youth League avec le Barça contre Trabzonspor, c'est être dans la liste de l'Espagne pour l'Euro U17, pour aller affronter, pourquoi pas, Kylian Antonio, Ibrahim Mbaye, Rudy Matondo, des jeunes joueurs qu'on a découverts en Ligue 1, des joueurs qui ont peut-être 2-3 minutes par-ci par-là, une variation de temps en temps. Mais Yamal, lui, c'est déjà 100 matchs en pro. Donc c'est dingue. C'est sincèrement dingue. Non, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que Destro qui dit Thuram, il y en a d'autres qui vont dire Sommer, d'autres ça va être Yamal. Si quelqu'un me dit que pour lui c'est Dumfries, je le comprends aussi, parce que c'est vrai qu'il a été assez fou. Donc vraiment, on peut voir à quel point c'est à l'image de ce sport, c'est qu'il y aura toujours des débats, des avis, des perceptions différentes. Il y en a encore une fois qui vont être tellement impressionnés par l'aspect Wonder Kid de Yamal, qui vont le mettre en avant. Voilà, il y en a d'autres qui vont être bastonnés parce qu'il a beaucoup apporté, il a été très très fort. Dumfries parce que pour un piston, il a été énormément décisif. Enfin, je ressors la stat quand même, mais pour moi, elle m'impressionne. 2 buts, 3 passes D. Allez, il n'est pas resté les 210 minutes, il a fait peut-être 200 minutes pour un piston droit. Alors on sait que Dumfries, c'est quelqu'un de très offensif, qui des fois sur certaines séquences, il est quasiment ailier, mais vraiment, c'est un joueur sensationnel. Sincèrement, ce qu'il a réussi à accomplir ce soir et son efficacité, c'est dès qu'il arrive dans la zone de vérité ou dès qu'il est trouvé sur un coup de pied arrêté, ça faisait la différence. Et ouais, être impliqué sur 5 buts de demi-finale, je crois que j'ai vu passer la stat par Opta, il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux dans l'histoire sur la même double confrontation. C'est Del Piero avec la Juve et Bobby Firmino avec Liverpool. C'est-à-dire que notre ami Dumfries, il a une stat où il est meilleur que Messi, Ronaldo, Benzema, Mbappé, tout ce que vous voulez. Et là, on ne pourra pas lui enlever. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Et même au global, être impliqué sur 5 buts en demi-finale de LDC, il y a des très grands joueurs qui n'auront jamais ces stats dans toute leur carrière. Donc c'est dire à quel point c'est juste fou ce qu'il a réussi à faire. Et ouais, tout ça en revenant de blessure, en ayant déjà été très très fort à l'aller. Donc sincèrement chapeau. Yann Sommer, c'est vrai que ça fait 7 arrêts. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'Yann Sommer, j'ai vu des gens dire c'est le match qui le fait, lui donne un petit peu cette reconnaissance de la part du grand public. C'est vrai que je pense que c'est bien que Yann Sommer s'offre ce type de soirée où il va basculer peut-être dans une autre dimension, même si c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans, qu'on connaît depuis pas mal de temps. Mais les suiveurs de Bundesliga savaient à quel point au Borussia Mönchengladbach, c'était un gardien qui était déjà très très bon, notamment contre le Bayern. Souvenez-vous, les matchs que Sommer sortait contre le Bayern, à chaque fois, c'était un mec, il faisait quasiment du 9 ou du 10 sur 10. Et je parle même pas de ses perfs avec la Suisse. Alors bon, j'imagine que vous avez un vague souvenir de ce qui s'est passé lors de l'Euro 2021, mais ce gars-là sait se transcender. C'est vrai que finalement, son passage dans un gros club au Bayern, c'était un petit peu mitigé, mais là, à l'Inter, depuis qu'il est arrivé, c'est quand même super costaud. Vraiment, ce qu'il avait réussi à faire en prenant la place d'Onana. L'an dernier, c'était, je crois, le gardien qui avait le plus de clean sheet en Serie A. Cette saison, c'est encore très costaud. Et pourtant, c'est un Inter qui prend plus de buts. Mais c'est ça qui me paraît dingue. C'est que vu les arrêts qu'il fait à ce moment du match, bon, est-ce qu'il peut grand-chose sur différentes occasions? Parce que Eric Garcia, ça vient très très vite. Olmo, c'est quasiment à bout portant. Rafinha, il le repousse déjà. Après, l'angle, il est difficile. Il peut peut-être un peu mieux fermé, sortir vers son poteau gauche. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il avait déjà arrêté le truc. Mais sur les 7 arrêts, franchement, s'il a, je sais pas quelle note il aura dans l'équipe, mais pour moi, c'est un très très bon 9 sur 10. Sans souci, parce que la frappe de Yamal, je pense qu'on va se la faire, refaire et encore refaire dans la tête et on va revoir les images. Mais l'arrêt sur la frappe de Yamal, c'est le genre de truc, tu sais, où t'as l'impression qu'il la touche du bout des doigts, mais en fait ça change tout parce qu'elle allait au fond. Après, c'est vrai que l'occasion d'Eric Garcia, qui est très mal géré par le joueur, même si le contre, je l'ai trouvé très très beau dans son exécution. La sortie de balle du Barça était impeccable, avec encore Gérard Martin à l'initiative pour offrir sur un plateau le but. Et Eric Garcia, sur le coup, on n'a pas l'angle. Et en fait, on se dit que c'est Sommer qui fait un arrêt réflexe de fou. L'arrêt, il est
beau, il est très beau, mais tu te rends compte qu'Eric Garcia en fait le met plein axe, donc forcément ça facilite un peu plus. S'il mettait plus sur le côté ouvert, là normalement même si Sommer était touché par la grâce ce soir, ça ne revenait pas. Bonsoir, c'est ici les alcooliques anonymes. Ouais, installez-vous amis du Barça, on va essayer de se remettre un petit peu d'ordre dans les idées, parce que vraiment je vous le dis, c'est le genre de truc, en tant que neutre, je trouve déjà que pour le Barça c'est très très dur, mais alors en tant que supporter, de toute façon, quoi qu'il arrive, après le scénario de ce soir, ça aurait été dur pour les deux équipes, pour moi, méritaient de se qualifier. Mais c'est sûr que quand tu connais le potentiel de ce Barça, tout ce qu'ils ont montré dans le jeu, tu dis que c'est vraiment dur de s'arrêter à une étape de la finale, et vraiment on avait envie de voir ces gars en finale, mais voilà, c'est la dure loi du foot, et il faudra remettre ça l'an prochain. Et je pense qu'encore une fois, ce Barça-là, on le reverra dans ces moments fatidiques de Ligue des Champions. J'ai aucun doute là-dessus. Pour avoir vu beaucoup de leurs matchs cette saison, pour avoir vu beaucoup de trucs de Xavi, je suis d'accord. Ouais, je voulais répondre à ta question, Sixion. L'Inter va être difficile à battre en finale. Tu en penses quoi, Scipion? Bah oui, évidemment, je ne veux pas faire du hashtag analyse, mais l'Inter, c'est déjà une équipe qui est hyper relou en match aller-retour. Alors match couperé, d'ailleurs, souvenez-vous, le fameux match contre City en 2023, City était largement favori, mais sur la finale, après, je vous l'ai déjà dit en intro, la Ligue des Champions, c'est une compétition à part, au niveau de ce que tu perçois, ressens, de la préparation, de l'ambiance, de la pression. C'est vraiment un truc, tu as bien compris par rapport à ce qu'on vient de voir, que c'était une compétition, tu peux pas la ranger dans la même case que les autres. Par contre, une finale, c'est encore un tout autre niveau. Et quand bien même City était favori, on a bien vu que l'Inter avait eu des occasions. Ouais, les fameuses situations de Lukaku, on les a toutes en tête. Après, si c'est Paris ou Arsenal, je pense que pour tout le monde, l'Inter ne sera pas du tout outsider. L'Inter a montré qu'elle avait pu sortir ce que je considère comme la meilleure équipe de la saison avec ce Barça-là. Donc personne ne va les mettre sur du 60-40, même 55-45. Pour moi, ce sera vraiment... Si c'est le PSG, moi je mets 50-50. Si c'est Arsenal, je mets 55-45 Inter. C'est comme ça que je le perçois. Mais c'est vrai que pour eux, c'est quand même un sacré parcours. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé en termes de joueurs par rapport à la dernière finale de LDC, parce que tu as peut-être du De Vrij, tu as forcément Onana qui était là. Et sinon, ils ont un peu plus étoffé leur banc. Mais sinon, si, tu as évidemment Dzeko qui était à la place de Thuram. J'ai oublié Dzeko, l'un de mes joueurs préférés. Donc, honte à moi. Mais c'est vrai que tu te rends compte en 2 ans, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Parce que finalement, les principes d'Inzaghi ont été tellement bien incorporés. Et souvenez-vous d'ailleurs, cette fameuse saison de 2022-2023, Inzaghi, il est pas loin de se faire virer. Il a eu une série un peu dramatique en championnat où on s'était tous dit attention, à tout moment ça peut sauter, et quand bien même mon coco t'es bien en place pour pourquoi pas aller chercher une qualif sympa en Ligue des Champions, écoute, ça peut aussi se terminer dans le dur, quoi. Ouais, cette fameuse série, là je m'en souviens, parce que c'est vrai que défaite contre la Spezia, défaite contre la Juve à la maison, défaite à Fiorentina, nul contre la Salernitana et défaite à la maison contre Monza. Si tu prends en plus le Bologne, c'est vrai que tu te dis qu'il y a beaucoup de coachs qui ne seraient pas passés. Et heureusement qu'à côté, il avait la LDC avec son parcours où il sort Porto, Benfica, Milan dans le derby pour un petit peu le soulager. Mais c'est vrai que on a découvert ce coach beaucoup avec ce fameux parcours en Ligue des Champions. On a tous compris que le Limone Ball, c'était quand même intéressant avec ce fameux 3-5-2. C'est un coach qui avait montré de belles choses à la Lazio, mais entre la Lazio et l'Inter, évidemment, avec l'exigence de la LDC, tu joues le titre chaque saison, la pression n'est pas décuplée. L'Inter, ils ont eu des coachs comme ça qui n'ont pas passé le cut, et lui, pour le coup, ça fait 3 ans et t'as l'impression que c'est un petit peu un indéboulonnable parce que c'est un immense tacticien. Oui, alors c'est vrai que les gens qui confondent encore avec Pippo Inzaghi, alors par contre, l'an prochain, on aura et Simone et Pippo Inzaghi en Serie A, puisque le bon vieux Pippo, qui est aussi entraîneur, avec un passage qui était pas très très bon du côté du Milan, a fait monter Pise. Et oui,
Pise qui retrouve la Serie A. Donc l'an prochain, on aura un duel de brothers. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ce type d'anecdote, ça vous permet voilà, d'avoir un petit peu d'aperçu sur ce qui se passe dans les divisions inférieures. Et ouais, on aura le bon vieux Pippo Inzaghi. Donc ouais, franchement, c'est une équipe qui a assez peu bougé. Et oui, c'est vrai que Pise joue aussi en noir et bleu. Ça, c'est pas bête comme stats. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Est-ce que tu penses qu'un Barcelonais peut encore prendre le Ballon d'Or? Oui. Oui, pour moi, je pense qu'un Barcelonais peut prendre le Ballon d'Or. Je pense à un Lamine Yamal qui a quand même beaucoup marqué les esprits cette saison. Rafinha a ses belles stats. On a aussi vu certaines limites de Rafinha dans le jeu. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que pour moi, il y avait 4 candidats BO un petit peu compatibles avec Dembélé par rapport à sa progression, Pedri parce que c'est le maître du jeu. On a aussi Lamine Yamal parce qu'encore une fois, c'est le crack de 17 ans qui fait des choses qu'on n'a jamais vues à cet âge-là, avec une régularité, une fiabilité qui est assez épatante. Et Rafinha, parce que même si on est déçu de sa production, c'est quand même un mec qui ce soir a égalisé le record de Cristiano Ronaldo sur le plus grand nombre d'implications, buts et passes D dans une campagne de LDC. Alors, après, merci évidemment à la fameuse réforme de la Ligue des Champions, avec 2 matchs en plus en phase de groupe. Il y a aussi des matchs de barrage, même si on est honnête, Rafinha les a pas joués, mais avec 2 matchs en plus, il a quand même réussi à égaliser Ronaldo. Donc je pense que ces stats-là, ça a aussi marqué du monde. Par contre, ça va être intéressant de voir s'il y a des joueurs qui peuvent se distinguer peut-être côté Inter. Est-ce que l'Inter, parce que c'est vrai que quand tu arrives en finale de Ligue des Champions, je pense que Lautaro, c'est quand même un joueur qui est peut-être le plus... En fait, quand je parle de Ballon d'Or compatible, vous savez, il y a aussi un petit peu d'aura de joueurs que... Salah enterré, non. Salah, je pense que je le vois bien 5ème, tu vois. Salah, je le vois bien 5ème quand même parce qu'il a marqué beaucoup de monde avec ce qu'il a fait en PL. Donc je pense qu'il sera aussi à ce niveau-là. Je pense que Lautaro, ouais, c'est le plus bankable, le plus valorisant. Mais il y a des joueurs qui seront sans doute dans cette liste du Ballon d'Or encore une fois. Je pense que Dumfries, il le méritera tous les jours. Yann Sommer, évidemment. Thuram, je pense qu'il en sera pas loin parce que, pareil, on n'a pas évoqué Marcus Thuram. Buteur à l'aller, encore très très bon ce soir, avec beaucoup de très très bons gestes. Et je pense que c'est le genre de match où les gens comprennent qu'il y a un contexte Inter, il y a un contexte équipe de France, et quand il est seul avec l'équipe de Didier Deschamps, c'est pas pareil que quand il est à 2 avec l'équipe de Simone Inzaghi. Alors moi, je l'ai déjà dit, je pense que s'il veut progresser pour devenir un joueur un peu plus important, Marcus Thuram, il doit être aussi capable d'évoluer seul en pointe, mais on a bien compris quand même que c'était un joueur de système. Lautaro peut aussi gagner le Ballon d'Or s'il fait une très belle Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, je sais pas à quel point la CDM des clubs, ça peut avoir un impact. Est-ce qu'un joueur de l'Inter ou d'Arsenal peut le prendre en cas de victoire LDC? C'est compliqué, parce que pour moi, il y a des joueurs qui ont plus marqué l'opinion publique, même s'ils vont pas gagner la LDC. J'ai parlé de Yamal, Pedri, tout ça. Après, avoir évidemment Lautaro, avoir Declan Rice, tu vois, parce que sinon, c'est des joueurs qui viennent d'un peu trop loin, qui n'ont pas forcément les stats, tout ça. Mais à voir si ça peut avoir une influence considérable, quoi. Mais ouais, la Coupe du Monde des clubs, j'ai envie de voir ce que ça donne, si vraiment le public, enfin le jury, les votants, ils s'accrochent à ça, ou si on est plutôt en mode, bon, écoutez, on verra un petit peu pour plus tard. Mais c'est sûr que là, si tu as Inter Arsenal en finale, c'est sûr que tu vas devoir aussi mettre beaucoup de joueurs de ces deux équipes dans la balance. Donc elle va être intéressante, la liste des 30 cette saison. Ouais, c'est vrai que Lautaro, en fait, c'est la saison en Serie A qui est un peu moyenne, mais il a quand même, tu vois, il a quand même des petits moments sympas, quoi. Il marque contre le Bayern, il marque contre le Barça, il obtient un penalty. En fait, à chaque fois, tu dis que finalement, est-ce qu'une belle campagne de LDC, ça peut aussi faire peser la balance? C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Donc à voir. Vraiment compliqué cette année, vu que probablement seul PSG a une chance de faire LDC plus Champ. En fait, c'est intéressant parce que sans compétition internationale type Copa, Euro, Coupe du Monde, tu te concentres beaucoup plus sur finalement LDC et même les championnats. Donc dans ce sens, on a un intérêt qui va être assez prononcé, quoi. 9 buts en 13 matchs de LDC, c'est quand même sympa, hein. Franchement, c'est solide, hein.
En Serie A, c'est 12 buts, donc c'est vrai que statistiquement, c'est sa plus mauvaise séance. C'est vrai que ça. Enfin, à part la première où il est arrivé, il était assez jeune. Coupe d'Italie, Super Coupe, tout ça, bon, c'est un petit but par-ci par-là. C'est vrai que là, ça va être. C'est dommage parce que c'est vrai que si tu te dis, s'il avait un peu plus de trucs, ça pouvait faire ça. Salut Scipion, je sais pas si tu as vu Lautaro Martinez qui a déclaré: je ne pouvais pas jouer ce soir, j'étais en difficulté, je sortais pas ma jambe, j'ai passé 2 jours à pleurer chez moi, j'ai mis une bande très serrée, je suis allé sur le terrain, je prenais ma famille de jouer, je suis fait comme ça, je vis le football. Bah, respect à lui parce que c'est vrai que on se disait que ce serait quand même compliqué d'être sur le terrain. Pareil pour Koundé, et finalement il a vraiment fait le truc warrior, mais c'est ça aussi, ce supplément d'âme qui fait que tu te dépasses peut-être dans les limites du raisonnable, notamment d'un point de vue pour sa condition physique. Mais c'est vrai que Lautaro, il symbolise, en fait, je l'ai dit à quelqu'un, quand je disais c'est une équipe chien de la casse, pour moi chien de la casse, c'est vrai que ça peut être un peu, pas une injure, mais ça peut être un peu péjoratif, mais j'insiste, pour moi chien de la casse, quand t'as cet ADN-là, un petit peu comme le Choismo nous l'a montré dans les années 2010, t'es une équipe qui peut vraiment poser des soucis à tout le monde, et t'as juste pas envie t'as pas envie de les affronter, quoi. C'est une équipe qui est relou à jouer, c'est une équipe qui peut te faire mal à tout moment sur transition, donc voilà, chapeau à cette équipe. T'as vu l'action du but du 3-3, le nom de Barcelone qui défend. Ouais, non, mais l'action du 3-3, ils se font un petit peu tuer par comment il s'appelle, Dumfries, par Acerbi qui est là. Enfin, vraiment, l'action du but d'Acerbi, t'as l'impression que ouais, c'est un peu lunaire. T'es presque sur une équipe qui joue le contre à la dernière minute, alors que non, elle a un but à préserver. C'est vrai que ça fait partie un petit peu des facéties de ce match. Ouais, je pense aussi que pour l'Inter, le calendrier va être compliqué pour aller chercher le titre, parce que tu fais Torino, Lazio, comme. Ouais, ok. Bon, la Lazio qui espère jouer un truc en Europe. Et côté Naples, de toute façon, je crois que j'ai déjà dit le calendrier de Naples, Gênes, Parme, Cagliari, pour moi c'est le match de Parme, parce que Parme c'est une équipe qui a battu la Juve, c'est une équipe un peu relou, c'est une équipe tu vois qui sort de bons petits résultats, mine de rien, qui a accroché la Fio, qui a accroché la Lazio, qui va jouer peut-être sa peau, même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal de points d'avance, donc ils vont être assez pépères. Et je pense que c'est ce match à Parme qui peut conditionner. Si Naples ne perd pas à Parme, en fait ils ont besoin de faire 7 sur 9, donc ça peut être un petit peu là où tout se joue. On a beaucoup parlé évidemment de l'Inter à juste titre parce que voilà, c'est l'équipe finaliste. Il faut qu'on parle évidemment aussi, les amis, du Barça, de cette demi-finale où je pense que tu as ressenti beaucoup d'émotions contraires, contradictoires, et au final tu sors vraiment avec un sentiment de rage par rapport, on l'a redit, à l'état de l'équipe, parce qu'évidemment avec Koundé et Baldé c'était peut-être une autre histoire, parce que finalement l'Inter ils ont quasi leur équipe type, enfin c'est même l'équipe type, donc tu vois, eux ils ont pu compter sur toute leur force vive, et dans l'autre sens on savait que pour l'Inter, alors pour vous l'Inter, Icardi Prime ou Lautaro Prime, en fait c'est difficile parce que Icardi était peut-être plus pur buteur en mode à empiler les stats, mais en termes de leadership, de ce qu'il transmet, et surtout les perfs en Ligue des Champions, là où Icardi a malheureusement pas eu trop sa chance avec l'Inter avant qu'il revienne très bien dans les 2000. Donc ouais, sincèrement, je mets Lautaro devant. Et je parle pas juste de culture d'instant, c'est vraiment, vous me connaissez, voilà. C'est vrai que Lautaro est mieux entouré aussi, parce que l'Icardi s'est tapé aussi des équipes où c'était pas dingo quoi. Oui, c'est vrai, bien vu les gars, parmi les titulaires, je pense que tu remplaces peut-être Bissek par Pavard, et t'étais pas loin, c'est vrai que Pavard était blessé. D'ailleurs, Pavard qu'on a vu arriver sur le but de Fratesi, j'espère que vous avez vu sa veste en cuir, digne d'un film de Jean-Paul Belmondo dans les années 70. Alors on sait que Pavard, il aime bien la mode, il aime bien se saper comme ça, mais la petite veste en cuir, elle m'a pas échappé, hein. On l'a vu, notre bon petit Benji quoi. Bonsoir, je n'ai pas pu voir le match ce soir et je vois que tout le monde en parle comme le match du siècle. J'ai vraiment loupé au Twitter, Mac comme d'habitude, mon cher Doge. Twitter, on sait que des fois ça n'arrive pas à doser, mais là, crois-moi, Twitter est dans le réel, Twitter est dans la vérité. C'était un match incroyable. À l'aller, on s'est régalé. Ce soir, on s'est encore plus régalé, je trouve. Et on a eu également un scénario, un dénouement épique avec la prolongation. Donc, si tu as l'occasion de te faire ce match-là en replay, n'hésite pas. D'ailleurs, petite anecdote, et on va aller évidemment aussi sur Yamal.
Samedi j'étais à un anniversaire, voilà, avec gros repas, tout ça, pour plusieurs anniversaires de 30 ans, et beaucoup de gens parlaient justement de ce Barça Inter. J'aurais dit à chaque fois, et franchement j'ai vu, c'était dingue et tout, j'aurais dit franchement fais-toi ce match en replay, fais-toi ça c'est oblige-toi à faire. Et aussi, ce qui m'a énormément, pas interpellé, mais que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées, à chaque fois que j'avais une conversation foot, tout le monde parlait de Lamine Yamal en mode on n'a jamais vu ça. Et que ce soit des jeunes comme à peu près mon âge, ou même un peu moins, ou des anciens, des tontons qui ont vécu beaucoup de choses et qui disent Lamine Yamal c'est très fort. Tu sais que voilà, le gamin, il est quand même dans une dimension à part. Au passage, dédicace au daron avec qui j'ai parlé du Vitória Guimarães. Voilà, il m'a dit qu'il était supporter du Vitória Guimarães, il en était fier. Et on sait qu'au Portugal, il y a beaucoup Benfica, Porto Sporting et même un peu Braga. Et là, j'étais très content de pouvoir rencontrer un supporter du Vitória Guimarães. Donc voilà, c'était une belle conversation foot. Mais lui-même, il m'a dit Yamal, c'est incroyable. Donc vraiment, on ne peut que souligner ça. Et non, je ne leur ai pas cassé la tête avec Bordeaux. En plus, Bordeaux jouait ce jour-là contre les Herbiers. Et tout le monde était là dépité en mode non, mais à 18h, personne n'a envie de voir le match. Et ça se comprend. Parce qu'évidemment, on a perdu. Mais bref, c'est pour ça quand je dis que les émotions foot que je vis en tant que neutre, croyez-moi qu'à côté, quand c'est les matchs de N2, les matchs un peu pourraves, parce que voilà, faut se les taper quand même, là, on aime profiter de ces émotions foot comme on le fait. La meilleure LDC du 21e siècle pour toi, faudra voir, mais la saison 2017-2018 avait été incroyable, la 2018-2019 aussi, quand il y avait des remontées dans tous les sens. Mais c'est vrai que le City-Tottenham, l'Ajax-Tottenham, le parcours de l'Ajax, le Liverpool-Barça, en fait c'est juste dommage que sur cette campagne de LDC, il y ait la finale Liverpool-Tottenham qui soit un peu pétée. Souvent, les finales de LDC, ça tourne pas rond, mais c'est vrai que celle-ci, c'était fort. Oui, après, évidemment, les remontadas du Real, la saison 2021-2022 de Karim Benzema, j'avoue que ça aussi, c'était assez hardcore. Mais ouais, celle-ci, je pense qu'on verra un petit peu après. Bah, évidemment, il faut aussi voir ce que fait le PSG, ce que fait Arsenal demain, la qualité de la finale. Mais je pense que ça peut dépendre un petit peu de ce scénario-là. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça restera une belle campagne. Ouais. Merci beaucoup à Doge pour le petit prime. Merci beaucoup, mon pote. Du coup, ouais, Lamine Yamal. Je le redis encore une fois, qui n'a pas de but, pas de passe D ce soir, mais qui termine quand même avec un 8-6 de moyenne, surtout ouais, des stats. Alors c'est vrai que quelqu'un l'a dit, il a beaucoup trop centré dans le vide. C'est vrai que peut-être que la taille de Ferran Torres au milieu de Acerbi, tout ça, c'était peut-être pas l'idéal, mais il est quand même sur un match qui est pas mal du tout, quoi. Franchement, c'est costaud, quoi. Ouais, il est à... La heatmap, il a été vraiment partout sur ce côté droit. Il a 0,39 d'XG. Il est à 8 tirs en tout. 20 dribbles tentés, 14 réussis. C'est waouh. 38 ballons perdus, mais bon, on sait qu'il a beaucoup tenté, notamment à la fin. Je pense qu'il avait cette perte de lucidité. Il a gagné 23 duels sur 36. Donc il a gagné 2 tiers de ses duels. Donc franchement, c'est des stats qui sont très fortes. Et oui, évidemment, ce poteau. C'est vrai que ce poteau, avant l'égalisation, il est terrible. Il est terrible. Ah, tu peux pas lui donner cette note sans but. Bah après, c'est juste des notes d'un point de vue stats. Vraiment, SofaScore, c'est un algorithme en mode on prend voilà, telle donnée, duel, passe, dribble, tout ça, on combine ça et que même sans tir et sans but et sans passe D, ça nous donne ça. Donc c'est vraiment le travail de ça, mais moi je trouve que son match il est très bon, même sans but et sans passe D, il est incroyable, il y a un truc qui se passe à chaque fois qu'il a le ballon, il est tellement imprévisible, ses démarrages ils sont très forts, quand le latéral essaie de lui bloquer le côté, il revient intérieur très facile. Quand tu laisses un petit peu d'espace, il réussit quoi qu'il arrive à centrer, même s'il a manqué un petit peu d'efficacité ce soir, je suis d'accord. Mais sinon, même dans ses extérieurs, il a vraiment une palette qui est giga complète. Il s'en est fallu de peu, ouais, pour moi. Franchement, je pense qu'on verra. Après, moi, je pense que c'est pas fini pour le Ballon d'Or si on parle juste d'un point de vue individuel. Mais c'est vrai qu'il était quand même pas loin de mettre tout le monde d'accord et de mettre fin à tous ces débats. Je pense que s'il y avait eu ce fameux tir poteau qui rentrait, qui perdent ou qui gagnent en finale, bon, évidemment, qui gagne, ça, il n'y avait pas trop de débat, mais s'il perdait, je pense que ça lui mettait aussi, devant, quoi.
Ouais, aussi, ça en est fallu très très peu. On parle beaucoup du poteau à 3-2, mais l'arrêt de Sommer, c'est aussi parce que Sommer sort un des arrêts qui est pour moi les plus impressionnants que j'ai vu ces dernières années en LDC. Il y en a eu un de Courtois lors de la finale 2022. Je crois que c'était sur une frappe de Mané. Enfin, vraiment un truc totalement lunaire qui réussit à détourner. Je m'étais dit, waouh, franchement, c'est costaud quoi. Scipion, United OL ou Inter Barça? C'est particulier parce que, en fait, c'est deux scénarios un peu différents parce qu'il y a eu beaucoup de remontées à l'intérieur du match. L'OL qui remonte United et qui finit par se faire remonter lui-même. Alors que celui-ci, ça se rendait un petit peu plus, je vais pas dire coup pour coup, mais quoique, c'est vrai que t'as quand même une très belle remontée du Barça aussi. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est particulier. Je sais pas. Ouais, je trouve que peut-être le niveau d'individualité, tout ça, là, tu étais quand même avec cette Ligue des Champions sur la crème de la crème, mais je peux comprendre que la fin de la prolongation te fasse un peu plus aimer l'United OL, mais moi, là, je te dirais quand même que ce qui me marquera le plus, si tu me dis dans 10 ans quel match tu parleras, je pense que je parlerai plus de ce Inter-Barça, quoi. Donc, pour être franc avec toi. Après, bah, côté Barça, qu'est-ce qu'on peut dire? Dani Olmo est buteur, mais je l'ai trouvé quand même assez imparfait, notamment une première période très très moyenne. Beaucoup d'imperfections. Il perd le ballon sur l'ouverture du score de Lautaro où Di Marco surgit très très bien. Gérard Martin, qui es-tu? Immense énigme. Première période, je me suis dit, c'est très très bien le label Masia, mais gamin, merci pour les petits services rendus, merci pour l'ADN, l'identité catalane, mais va falloir partir. Et au final, bah, il a fait une deuxième période un petit peu de folie, même si voilà, sur, je crois que c'est le deuxième, enfin c'est l'un des derniers buts de l'Inter, il lâche l'affaire. Ouais, défensivement, c'est très compliqué. Tu sens que défensivement, c'est pas le point fort. Par contre, la qualité de pied, c'est un petit peu irréel quoi. À 23 ans, le mec qu'on n'a pas trop vu, qui réussit à te délivrer ça, waouh, franchement, chapeau à lui parce que il a été assez, assez fort. C'est vrai que si j'ai parlé de Dani Olmo, la déception, parce que Dani Olmo on attend plus depuis son Euro avec l'Espagne, il a été très très bon. C'est vrai que peut-être la plus grosse déception, c'est Rafinha, c'est Torres, même si Rafinha a marqué un but et que ça compte quand même parce que si ça s'arrête à 3-2, c'est un but qui est tellement important et ça peut encore une fois lui ouvrir la porte, ça aurait pu lui ouvrir les portes du BO, mais voilà, c'est vrai au global son match, ça n'a pas été celui qui a le plus pesé, c'est un peu plus Yamal qui a pris quand même des initiatives pour aller chercher l'Inter pour faire des différences. Ferran Torres aussi, ça a été un match très compliqué, mais autant à l'aller, il avait pu exister, autant au retour, je trouvais que la défense de l'Inter avait compris qu'il fallait mettre un meilleur mix de placement, anticipation, agressivité. Ils avaient manqué un petit peu de ça à l'aller en laissant trop de liberté à certains joueurs, dont Yamal, mais aussi Torres, que c'est pas un hasard aussi s'il a été assez discret. C'est, je pense que les défenseurs interistes l'ont bien pris. Après, bah, il y a Koubarsi qui... Koubarsi, c'est pareil, c'est le foot, ça se joue à tellement de détails. Koubarsi, le tacle qu'il fait sur Lautaro. Si Lautaro, qui à la fois prend appui pour armer sa frappe, mais qui est aussi assez malin parce qu'on voit que son pied d'appui pour armer, il le met quasiment vraiment en opposition pour aller voilà, gêner notre ami, comment ça s'appelle notre ami Lautaro. Et ouais, parce que finalement, ce pied-là, tu vois que bah voilà, il réussit à le mettre devant et ça c'est très malin. Alors est-ce qu'il fait exprès ou pas, ça appartient à autre chose, mais quoi qu'il arrive, il a une gestuelle qui oblige Koubarsi à tout embarquer et qui oblige aussi l'arbitre à siffler penalty parce que bah la faute, voilà, tu vois bien que Koubarsi touche d'abord son pied et que ça c'est vraiment très très bien fait de sa part quoi. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont parlé d'arbitrage ce soir. T'as pensé quoi de l'arbitre? Le problème, c'est la situation unilatérale de la VAR. Écoutez, il y a des situations qui peuvent être un petit peu litigieuses, tendancieuses. Je pense que sur le match de ce soir, faut pas s'arrêter sur ça. Par exemple, évidemment, je pense que vous avez en tête l'action voilà, Mkhitaryan, Yamal, où Mkhitaryan, voilà, il prend Yamal et la faute, elle a 10% à l'extérieur, 90% à l'intérieur, mais comme les 10%, c'est là où démarre, bah, c'est là qu'il prend sa décision. Après, voilà, il applique la règle et voilà, c'est la VAR qui lui a dit que c'était bien à ce niveau-là, que ça donnait un coup franc. D'ailleurs, sur le coup franc, je sais pas si vous en souvenez, mais on a failli assister à une combinaison de folie avec, voilà,
Rafinha qui réussit à mettre Yamal qui va encore amener une belle frappe, et c'est De Jong qui dévie dans ce sens. Pour toi, il y a faute de Dumfries sur Martin sur le 3-3. Pour moi, ça pouvait se revoir. Pour moi, c'est le genre de faute qui, malheureusement, c'est ce que j'appelle faute un petit peu 50-50. C'est pile ou face. La pièce, elle est tombée du mauvais côté pour le Barça. Après, moi, je me suis dit, c'était pas bête de la part de Monsieur Marcignac de, quoi qu'il arrive, de laisser l'avantage et de laisser voir ce que l'action fait. Finalement, bah, il marque et derrière, il revient pas dessus. Donc c'est vrai que moi, ça m'a étonné, mais au final, il a voulu être, il a dit que ça se sifflait pas. Donc voilà, c'est ça qu'on peut le décider. Après, si on va aussi, je pense que vous l'avez vu, qu'il y a Inigo Martinez qui a craché sur Acerbi, donc ça aussi, ça aurait pu faire, je pense, carton rouge. Donc c'est vrai qu'il y a eu 2-3 décisions peut-être où ouais, tu peux intervenir, mais au global, je me répète, mais sur ces 210 minutes, tu peux pas juste retenir de l'arbitrage. Parce que si le Barça ne se qualifie pas ce soir, bah, c'est malheureusement ce qu'on craignait à pas mal de moments, à savoir deux choses, pardon. Je pense que c'est évidemment un petit peu de profondeur de banc, parce que quand bien même c'est un Barça qui a beaucoup progressé, qui a été malin dans son recrutement, le développement de certains jeunes, ça reste un Barça qui n'a pas non plus un banc extensible au possible, parce que même si je trouve que Gavi c'est bien, Fermin Lopez c'est bien, t'as Lewandowski qui revient de blessure, tu vois, Christensen, lui aussi revient de blessure, sinon sans Koundé, sans Baldé, ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai que les entrées en jeu, on parle de cette défense, on savait que voilà. Après, le hors-jeu, je pense que tout le monde a bien compris que Flick, il n'allait pas revenir sur ça. Et finalement, sa stratégie du hors-jeu, au global, sur la saison, a été plus que payante, parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont réussi à se déjouer de ça. Je trouve que l'Inter a plutôt été malin, parce qu'on a vu notamment sur certaines séquences, notamment le premier but, la passe de Di Marco pour Dumfries. Voilà, là, très clairement, ils ont essayé de jouer leur jeu, mais ça vient tellement vite, le jaillissement de Di Marco, que voilà, même s'ils sont un petit peu rodés, presque en mode robotique pour ça, ils n'ont pas le temps de se replacer. Ah, les notes de l'équipe sont sorties, on va aller voir ça. Les deux équipes méritent d'aller en finale, rare de dire ça. Ouais, c'est vrai, non mais ça je suis d'accord avec toi. Franchement, les deux équipes méritaient, parce que chacun avait ses arguments, chacun a eu son momentum, chacun avait sa stratégie. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime autant ces batailles tactiques. Et je le redis, hein, j'ai extrêmement envie de revoir un Barça-Inter dans quelques années. En plus, on sait que Barça-Inter, ça a été un match épique au possible de la fin des années, en 2010 avec la fameuse double confrontation. Donc à voir ce que ça donne. Attention à Flick, il a fait une grosse saison au Bayern, puis l'année d'après ça a craqué. C'est vrai qu'il a fait cette fameuse année où il a pris le sextuplé. Après, je sais pas, moi je le sens plutôt bien en Barça quoi qu'il arrive, si on lui fait confiance. On a vu ce qu'il a pu développer. Qu'est-ce que tu veux, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? De toute façon, Flick, jamais il te dira je préfère gagner 1-0 que 4-5, que 5-4. Non, Flick, c'est pas sa stratégie. Après, je pense que c'est peut-être un peu plus d'optimisation de l'effectif et aller chercher ces quelques points faibles. Par exemple, Araujo, je trouve son entrée très limitée au global depuis 1 an et demi. C'est un joueur qui a totalement disparu même du niveau qu'il avait pu avoir. Et quand on se souvient qu'il y a 2-3 ans, ça disait que c'était un intransférable, que le Bayern, s'il voulait, il fallait le mettre 100 millions d'euros sur la table. Et encore, là, crois-moi que même à 30-35 millions d'euros, je fais partir, parce que c'est vraiment pas possible. C'est pas un gage de sécurité. Il s'est fait nettement avoir comme ça. Aller chercher peut-être un peu plus de profondeur de banc en défense, peut-être des joueurs capables de concurrencer certains, mais au global, tu sens quand même que cette équipe, il y a tellement un bon matériel que ça va encore bien se développer, mais je le répète, hein, je pense que t'arrêter là, c'est chaud. C'est chaud pour le Barça, parce que c'est le genre de scénario que tu vas te ressasser dans la tête, que tu vas refaire et refaire ce match en mode qu'est-ce qui t'a manqué. Et voilà, c'est cet aspect défensif qu'on pouvait peut-être un petit peu craindre, mais c'est la stratégie de Flick. Donc quoi qu'il arrive, on peut se dire qu'il a essayé. Il a été au bout de son idée, et après il s'est fait tuer par quelques séquences. Mais c'est vrai que quand on voit l'attitude de la défense sur l'égalisation d'Acerbi, où ils sont très très peu à défendre, où on voit aussi la passivité sur la frappe de Fratesi, où Fratesi a tout le temps de recevoir, vérifier la position de Chesney et d'Armé, c'est costaud. Ouais, c'est vrai que l'entrée de Vries, non mais c'est vrai que le match, c'est là aussi où peut-être il s'est joué. Ça, c'est un bon point. On a beaucoup parlé de où est-ce que le match s'est joué par rapport à tous ces moments forts. C'est aussi le banc.
Parce que quand on voit que Mehdi Taremi, je trouvais que bah, même au global, je trouve que c'est sa meilleure perf avec l'Inter depuis qu'il est arrivé. Et il n'y en a pas eu des très très bonnes pour l'avoir vu souvent. Fratesi qui est buteur, bah, voilà, qui te met ce but décisif. Et De Vrij qui fait ce sauvetage à la fin en donnant presque son corps à la science envers Carlos Augusto. Même s'il a devant Araujo, pardon, mais parce que j'ai anticipé, mais Carlos Augusto, et je ne l'ai pas trouvé non plus ridicule. Du coup, je voulais voir juste peut-être les notes de l'équipe. Ce que ça dit un petit peu. 9, 9 c'est logique. 7 pour Yamal, 8 pour Acerbi, 7 pour... Franchement, Dumfries pour moi c'est 8. Franchement, 9 Sommer, 8 Acerbi, 6 Bastoni, 4 Bissek, 4 Di Marco, 4 Mkhitaryan, 5 Çalhanoğlu, 5 Barella, 7 Dumfries, 7 Lautaro, 8 Thuram, 5 Torres, 7 Olmo, 6 Rafinha, 7 Yamal, 6 De Jong, 6 Garcia, 4 Kobarsi, 5 Inigo Martinez et 6 Chesney et Martin qui a eu 5. Il y a des notes où je suis d'accord, d'autres, bon, Ferran Torres c'est 4. Olmo, il se fait un peu sauver par son but, mais sinon je trouve que c'est 6 et c'est plus 5,5 que 6. 8 Thuram, je peux comprendre ceux qui ont adoré le match de Thuram, parce que Thuram il est extrêmement important. Thuram il fait un match où il a un impact considérable. Je trouve qu'au milieu de terrain, je trouve que Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, c'est encore bien travaillé. Vraiment. Mais pour moi, Dumfries, c'est 8. C'est du 8. Parce que quand même, quand tu fais encore, t'es aussi décisif en LDC, c'est costaud. Sommer, 9, c'est logique, tu prends 3 buts, mais t'as été incroyable. Acerbi, 8, c'est vrai que quand même, il a fait un match de daron. Yamal, franchement, je suis pas loin de lui mettre 8, hein, parce que je trouve que il est quand même, moi je trouve qu'il a été quand même incroyable. Et après c'est vrai qu'il n'y a pas de but de passe D, c'est ce qu'on attend de la part de ce joueur désormais, parce que c'est tellement un talent fabuleux. Mais moi je trouve que son match, il est encore une fois juste fou quoi. Juste fou à tous les égards. Inigo Martinez, 5, je trouve ça difficile. Mais Gérard Martin, je sais qu'il était en grande souffrance, mais au final il y a 2 passes D. Et je trouve que c'est quand même pas mal de le récompenser aussi. Chesney 6, pour moi c'est pas forcément ce que je lui aurais mis. En fait, je trouve que Barça, je trouve que c'est assez bien noté. Et l'Inter, il y a 2-3 joueurs qui pourraient être réévalués, quoi, si je devais dire. C'est vrai qu'Inzaghi qui a que 6, mais par contre, là ils ont pété un câble. Désolé aux collègues, aux confrères, mais comment Inzaghi peut avoir 6 alors qu'on vient de voir que ces changements sont très bons. Alors après, les changements, il est obligé de les faire parce que Lautaro peut pas tenir, parce qu'il y a 2-3 joueurs et tout. Mais Taremi, c'est bien senti. Fratesi, c'est bien senti. De Vrij qui fait le sauvetage. Les 3 changements ont eu plus d'impact, quoi. Donc c'est vrai que normalement, c'est les notes qui auraient dû être inversées pour les coachs. Après, au global, on peut pinailler sur des notes allant de 1, voire 2 grands max. Mais sinon... je trouve les notes elles sont plutôt cohérentes, ça va. C'est vrai que faire rentrer Taremi après sa rentrée au match aller, c'était osé, costaud. T'as tout résumé. Zielinski, il a pas assez joué, je pense. Il a joué, tu vois, c'est peut-être pas assez pour le noter, le père Zielinski, quoi. Mkhitaryan, Kubarsi, Gérard Martin. C'est vrai qu'il est aussi. Gérard Martin est aussi impliqué sur le dernier but. C'est pour ça que je pense qu'il prend que 5, quoi. Ouais, Ouais, Yamal, pour moi, je vous le dis, je mets 8 sans trembler. Olmo et Pedri, trop bien notés. Ah, Pedri, en vrai, il envoie une sacrée seconde période. Franchement, il envoie une très bonne période. Peut-être que ça devrait être plus 6 que 7, mais je trouve que son match a quand même été encore très très bon dans ce qu'il a pu distribuer. Mais comme c'est Pedri, et c'est peut-être aussi le cas d'autres, on l'a déjà vu tellement faire des gros matchs qu'on le met en haut. Claudie, le PSG demain, ça va être tranquille parce que on va sans doute bosser ici. On se retrouvera d'ailleurs à ce niveau-là pour faire le petit débrief, quoi. Fratesi, tu le mets combien? Je mets 7. Ouais,
Ouais, je pense que Fratesi sur l'entrée, ça a tellement d'impact que tu peux lui mettre une note comme ça, quoi. Alors du coup, c'est quoi juste le calendrier de fin de ce Barça qui va avoir un sacré mal de crâne, hein. Maintenant, il n'y a plus que la Liga, Classico, Espagnol Derby, Villarreal, Bilbao. C'est vrai qu'ils ont un calendrier très très dur parce que t'as le Real, t'as un derby et t'as deux équipes qui jouent leur place en LDC. Donc, ils n'ont pas trop épargné, hein, sur cette fin de championnat. Côté Real, du coup, on a le déplacement donc à Montjuic, on a le match réception de Majorque, déplacement à Séville et réception de la Real Sociedad. C'est vrai que le calendrier du Real est plus à l'aise, mais t'as 4 points d'avance et si tu gagnes le Classico, normalement, voilà, c'est fini, emballer, c'est pesé, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'était dit ça aussi dans Hors-jeu, c'est à quel point ce qui s'est passé ce soir peut conditionner le match de dimanche, à quel point ça peut avoir ce fameux mal de crâne et comme tu le dis, le doliprane qui peut bah voilà, te mettre dans le dur ou pas. Oui, peut-être que le Barça a aussi perdu le titre, le Barça a perdu le triplé, peut-être qu'il va avoir des conséquences graves et tout. C'est un match qui va être très intéressant de voir à ce niveau-là comment cette équipe, c'est aussi l'aspect mental. On sait que le Barça est revenu à plusieurs fois, et ça a été une de leurs forces. C'est vrai qu'on peut le dire quand même. Ils ont été menés par Atlético en Coupe du Roi, ça finit à 4-4. Ils ont été menés par l'Inter à l'aller 2-0, ça finit à 3-3. Là, ils étaient menés 2-0, ça finit par 3-3 avant la prolongation. C'est une équipe qui a quand même eu beaucoup de ressources aussi dans la tête, mais là, est-ce que c'était pas, à force de faire le yo-yo au niveau des émotions, est-ce que ça n'a pas aussi un petit peu leur peser? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, on veut quand même rendre hommage à cette équipe parce que au global, même si la saison n'est pas terminée, il reste la Liga. En Ligue des Champions, ils m'ont fait vibrer. En Coupe du Roi, ils m'ont fait vibrer. En Liga, ils m'ont fait vibrer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas une équipe où j'avais envie de me poser chaque week-end devant leur match. Et juste pour ça, j'ai envie de les remercier parce que ça a été une ode au football. Ça a été un mariage parfait entre l'esprit de flic offensif, ce trop plein de jeunesse capable à tout moment de faire des différences et de faire de gros dégâts, des joueurs en pleine progression, parce que même si Rafinha ce soir il peut nous décevoir, mais c'est quand même un joueur qui par rapport à ses précédentes saisons a énormément progressé, et là où on l'attendait c'est aussi la finition. Moi j'ai juste envie de revoir ce Barça de nouveau dans ces hautes sphères du football, dans ces matchs là, parce que c'est une équipe à part, et ils nous ont montré que voilà, ils avaient beaucoup de ressources pour l'avenir, notamment ce fameux numéro 19 côté droit, ce numéro 8. Il y en a d'autres, hein, qui vont sans doute émerger. On a vu, je redis, le Barça remporter la Youth League avec beaucoup de joueurs, encore une fois, impressionnants. Donc l'avenir s'annonce radieux du côté de Barcelone. Faut juste pas renverser la table, pas tout envoyer balader. Il faut laisser un petit peu déjà du temps pour réparer ces quelques blessures. Le numéro 2 aussi, j'ai oublié, parce qu'il y a tellement de jeux, j'ai oublié de parler du numéro 2, Pau Cubarsí. Première demi-finale de LDC en tant que défenseur à 17 ans. Peut-être qu'il n'a pas été parfait, mais lui aussi, il reviendra, on n'en doute pas. Donc ouais, ce Barça, c'était quelque chose, mais voilà, c'est la dure loi du football. À la fin, il n'y en a qu'un qui va en finale. On verra la demi-finale de demain, et c'est l'Inter qui, a ce petit jeu-là, a réussi à tordre le cou à son adversaire, et on verra ce que ça donne un petit peu. Mais ouais, franchement, ça fait 1h30 que le match est terminé. J'ai encore un trop plein j'ai beaucoup de choses qui m'ont marqué, et quelqu'un l'a dit, c'est vrai que Doge qui nous dit: je viens de me faire le résumé du match, 17 minutes, oui j'ai loupé les matchs de l'année, je vais pleurer, allez voir le résumé du match, regardez tout ce qui s'est passé. J'ai hâte aussi d'aller voir les petites déclats en conférence de presse, savoir ce qui s'est dit à droite à gauche, parce que ce match il va laisser les traces, et on verra un petit peu ce que ça dira pour la suite. Mais on se retrouvera demain, évidemment, parce que demain, il y a aussi un beau petit match qui nous attend, ce PSG Arsenal. Alors c'est vrai qu'à l'aller, ça a été beaucoup plus tranquille que l'aller du Barça Inter. On se dit que le retour aussi, ça va être quand même dur de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que, que ce qu'on a vu ce soir à Giuseppe Meazza. Mais ça reste une finale de LDC, ça reste deux équipes qui peuvent gagner gros
en allant en finale. Ton prono pour demain, moi je vois le PSG se qualifier, mais je vois Arsenal aussi marqué, donc je vois peut-être un match nul un partout, je sais pas trop, mais je me dis que c'est une équipe qui a quand même voilà, de bonnes chances d'aller en finale. Et même si les gens sont déçus, parce que oui, tout le monde se disait l'apogée du football, ce serait une finale PSG-Barça. Mais moi, je me dis qu'un PSG-Inter, on va quand même aussi bien kiffer. Et ça va être un sacré épilogue. Ou alors, évidemment, c'est aussi Inter-Arsenal. On ne boudera pas notre plaisir et on sera aussi devant. Pour terminer, la question de Claudie, la campagne de Yamal de LDC cette année ou celle de Mbappé en 2007 avec Monaco. Alors c'est vrai que ça peut faire aussi pareil, vraiment à chaud, mais Mbappé à Monaco c'était très fort, c'était un an de plus que Yamal, mais Yamal, il y a plus de choses qu'il a pu montrer ou faire sur le terrain. Après je peux comprendre ceux qui ont été extrêmement marqués par Mbappé parce que c'est des buts, c'était aussi un Monaco en position d'outsider. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Monaco, on ne les attendait pas contre City, contre Dortmund, contre la Juve. Et là, pour le coup, Yamal était des fois un petit peu plus en position de favori, mais je trouve que sur l'ensemble, il a montré plus de choses, donc c'est normal de le mettre dedans. Quoi qu'il arrive, les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce petit débrief nocturne. Voilà, on a bousculé l'agenda, mais c'est normal, il fallait, parce qu'on a assisté à quelque chose d'assez fou, d'assez dantesque et voilà une demi-finale d'anthologie. On se retrouve demain soir, pareil pour débriefer ce PSG Arsenal pour voir un petit peu la tendance si on a une équipe française qui rejoint la finale d'essai ou si Arsenal a réussi à renverser la vapeur. Pour ceux qui sont arrivés en cours, évidemment, je mets toujours les émissions, les débriefs en replay sur YouTube, également en podcast sur les débriefs de Scipion. Donc voilà, vous avez toute l'adresse Spotify, Apple, voilà, la Deezer, Spotify, Apple, j'ai tout dit. Donc merci à vous tous, passez une très bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite les amis. Salut, à demain.